Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, amis de Chemin Critique, c'est parti pour un autre numéro. Avec joie, je sais que vous êtes nombreux chez vous et que vous avez les bonnes conditions pour suivre cette émission. Parmi les textes sacrés que nous suivons, nous les êtres humains, il y en a un des textes qui dit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Cette phrase, elle est répétée à longueur de journée, elle est interprétée de plusieurs manières. Mais la question que je me pose en début d'émission, c'est que, admettons que maintenant vous avez la connaissance, qu'est-ce que vous en faites? Quel devient ce peuple qui, malgré la connaissance, ne change pas l'orientation de sa vie? Connaître est une chose, mais vivre selon la connaissance est une autre réalité. Ça fait déjà quelques décennies, notre continent, l'Afrique, est assailli par des réminiscences. Les chercheurs sont allés exhumer des connaissances enfouies dans les bibliothèques, dans les sols, dans les livres sacrés, pour nous dire, vous et nous, que d'abord, l'Afrique a connu un passé glorieux, que l'Afrique n'est pas un continent désespéré, que l'Afrique c'est quand même l'aîné de l'humanité, que l'Africain avait déjà atteint un niveau de développement très très élevé. Ces livres sortent, ces livres sont écrits et publiés, et parfois sont rejetés. Et des hommes de valeur comme Cheikh Anta Diop, comme Théophile Obenga et d'autres comme Omutunde viennent chaque jour dans vos consciences pour vous rappeler que vous les Africains, vous n'avez pas à avoir honte d'être un peuple de souffrance. Vous êtes des rois, vous êtes des hommes de valeur. Vous avez eu des ancêtres importants et vous avez hérité de ce génie. Ceci est dit, mais qu'est-ce que nous faisons de toutes ces connaissances? Comment nous réagissons? Comment nous gouvernons? Comment nous faisons? Est-ce que c'est devenu un slogan? Est-ce que c'est une chanson? Ou bien nous devons prendre compte de cette nouvelle connaissance qui nous est donnée? Voilà les soucis que j'ai en début de cette émission. Et j'ai pour ça appelé un homme de ceux-là qui, non seulement qui sondent les Écritures, mais qui vont au-delà de la conscience pour me poser la question, est-il possible d'éveiller la conscience africaine? L'Africain peut-il remonter à la surface et prendre l'air du génie? Peut-il se connecter à son passé pour un avenir de gloire? Cette question elle est importante parce que la personne que j'ai invitée ce soir, c'est M. Katende Mbika, que je salue. M. Katch, bonjour. Bonjour, M. Willy. Je suis heureux d'être invité par vous. Ça fait un bout de temps que je ne vous avais pas invité. J'ai quand même eu le temps d'assouvir ma soif en vous regardant évoluer, en vous lisant. Vous êtes l'un des meilleurs dramaturges de notre pays. Merci. Vous écrivez beaucoup et vous êtes aujourd'hui autour de 70 pièces de théâtre. Oui. Vous avez choisi ce mode d'écriture parce que vous estimez que c'est la voie royale pour toucher et éveiller la conscience africaine. Nous allons donc en parler. Mais avant d'arriver aux moyens de toucher la conscience, il faut d'abord que nous fassions, vous et moi, l'état de la question. Alors, on nous en parle beaucoup. Vous-même, vous écrivez. Est-ce que les Africains, en disant qu'ils sont héritiers d'une civilisation de grandeur, sont-ils en train de se consoler du présent misérable ou sont-ils en train de réellement remonter la pente? Oui, mais merci pour la question. Elle est vraiment fondamentale. Mais moi, je pars de ma petite expérience. Oui. Il y a exactement, nous sommes les 10. Oui. Donc, votre invitation tombe à propos. Donc, dans 8 jours, je vais fêter, si je peux le dire, le 73e anniversaire de ma naissance, qui tombe le 18 août, le vendredi 18 août 1950. Donc, quand je suis né le 18 août, vendredi 18 août 1950, je vais vous surprendre, j'ai choisi d'être né dans la famille de Chimpanga et de Mbombo, à Likasi, à Panda, qui est une société ou un pays, comme on dit, de cuivre et de cobalt. Donc, dans mon berceau, je vais encore vous surprendre, j'ai eu la chance, la grâce extraordinaire de reconnaître 3 cadeaux spéciaux. Le premier cadeau, c'est les mines. Je ne suis pas né par hasard dans une cité minière où il y a le cuivre et le cobalt. Donc, ma vie antérieure, j'ai passé plus de 30 ans dans une industrie minière.
Deuxième cadeau, ce sont les mathématiques. Quand vous ne connaissez pas les mathématiques, vous n'allez pas commencer comme je l'ai fait, les explosifs, parce que c'est la base. Et troisième cadeau, qui était dans mon berceau, c'est le théâtre. Alors, quand je reviens, pourquoi j'ai choisi d'être né à Panda, qui est un pays ou une cité minière? C'est parce qu'à Panda, j'ai rencontré assez tôt les mangeurs de cuivre. En suivant les mangeurs de cuivre, j'ai découvert qu'ils chantaient le maître Lupadila. Et un autre chercheur, Raphaël Ngoy, a fait des recherches. Il a trouvé que le cuivre, sous la forme de la croix de Saint-André, produit par les Congolais, date du 5e siècle. Donc, c'est depuis le 5e siècle que Lupadila est venu du nord de l'Afrique pour enseigner aux maîtres métallurgistes et mineurs congolais du sud Katanga la métallurgie du cuivre. Donc, votre question est fondamentale. Ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas un mythe. Donc, quand on dit que l'Africain a connu le temps de gloire, eh bien, moi, j'ai mis dans la balance le cuivre sous forme de la croix de Saint-André, produit par les Africains. Par les Africains depuis le 5e siècle. Depuis le 5e siècle. Ça signifie que ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Cela veut dire que nous sommes venus avec ça. Donc ceux qui disent que nous avons connu un passé glorieux, ils n'ont pas tort. Nous l'avons effectivement connu. Évidemment, je dois vous poser la question parce qu'elle doit avoir certainement touché les téléspectateurs. Vous dites, M. Kat, que vous avez choisi de naître à Likasi, chez les parents qui sont les vôtres. Mais quelqu'un peut dire, mais ça, ce n'est pas possible. On ne choisit pas de naître. On peut poser la question. Oui, on peut poser la question. Alors, comment vous savez que vous avez choisi et quelle conscience vous avez d'une telle connaissance? Une très bonne question. Vous savez, au Congo maintenant, c'est parce que j'ai réagi par rapport à ceux de mes compatriotes qui disent n'importe quoi. Je n'ai pas choisi d'être Congolais, moi j'ai choisi d'être Congolais. Je suis fier d'être Congolais. J'ai choisi d'être né dans une cité minière. J'ai travaillé pour la société minière pendant 30 ans. J'ai défendu les valeurs de la société minière. Comment je le sais? C'est une très bonne question. Comment je le sais? C'est parce que chaque fois qu'il y a un problème à la mine, n'importe laquelle, que ce soit à la mine, que ce soit à l'usine d'explosifs, il suffit que je reste silencieux pendant quelques minutes pour que j'ai la solution. Donc j'ai eu toutes les solutions. Je me suis dit que je ne suis pas venu par hasard. C'est que dans une autre vie, j'ai travaillé dans une société minière. Très bien. Voilà. Donc j'ai les connaissances réminiscentes que vous avez, la connaissance presque intuitive que vous avez de certaines situations, vous prouve que vous n'avez pas appris ça en naissant. Vous aviez ça. Je suis venu avec ça. Alors, je suis venu avec ça. Alors, je voudrais, pour mettre un tout petit peu l'eau dans ce vin, parce que le vin est lourd, hein, mais ce cas tu amène un vin très lourd, il voudra un peu le détendre. Nous allons suivre une petite vidéo sur les nouvelles révélations sur les origines de l'humanité. On parle beaucoup d'Afrique, mais les connaissances que vous suivez, vous êtes chez vous, vous êtes dans votre maison, vous ouvrez Internet, vous entrez dans un site, vous voyez ce que je vais vous montrer. Qu'est-ce que vous faites après? Suivons. Chers Africains, Africaines du monde entier, il est temps de dire la vérité cachée de l'Afrique à vos enfants. Oui, dites-leur que le nom Adamawa donné à l'une des régions du Cameroun vient de deux noms Adam et Hawa, qui signifient en arabe Adam et Ève. Ce nom a été découvert sur la plus ancienne grotte de la dite région, prouvant alors que Adam et Ève sont passés au Cameroun. Dites-leur que l'une des grandes puissances était l'Égypte, que l'Égypte était habitée uniquement par des personnes de couleur noire. Chers parents, dites-leur que lorsque le peuple juif est né, l'Égypte était déjà noire, et lorsque Jacob et sa famille sont descendus en Égypte, l'Égypte était déjà constituée des hommes noirs. Oui, dites-leur que, simplement 1000 ans après que, inaudible, le roi Sargon II des Assyriens en 772, a déporté les populations d'endroit en endroit, et c'est comme ça que finalement l'Égypte s'est retrouvée pratiquement avec des hommes de couleur blanche. Chers parents, oui, dites à vos enfants que le peuple juif est né à partir d'une matrice qui était l'Afrique, que les premiers et vrais juifs étaient des noirs descendants de l'Afrique,
Oui, dites-leur que Alexandre le Grand, l'un des plus grands conquérants, n'a pas pu conquérir l'Afrique. Il fut chassé par l'armée du puissant Béhanzin, en parenthèse, les Amazones. Il est donc temps de se réveiller, chers Africains du puissant sommeil dont l'Afrique a été plongée. Car tout homme de couleur noire a l'obligation de connaître ses racines, sa culture, et j'en passe, car les Africains sont les seuls sur cette planète qui n'ont ni culture, ni style vestimentaire propres à eux, et j'en passe. L'Afrique a besoin d'unité, fière d'être noire. Voilà, M. Katch, ça va dans le sens contraire de ce qu'on a enseigné à l'école. Oui. Ça va dans le sens contraire de ce que la religion apporte. Ça va dans le sens contraire de ce que les parents ont établi. C'est pour ça que j'ai posé la question. Quand vous avez entendu cela, chez vous à la maison, qu'est-ce que vous faites après? Vous dites, bon, c'est des âneries, c'est des choses que les gens racontent pour se satisfaire. Qu'est-ce que l'on fait après quand on a entendu ça, M. Katch? Mais quand on a entendu cela, surtout aujourd'hui, Oui. on doit se réveiller. On doit se dire, ah bon, surtout quand je donne l'exemple de Lupadila, au 5e siècle, qui amène la métallurgie du cuivre. Plusieurs siècles plus tard, c'est le docteur en sciences naturelles, le Belge Jules Cornet, qui vient au Congo, tout près de Bunkeya, après qu'ils aient assassiné Msiri. Savez-vous, monsieur Willy, que le Jules Cornet, a été transporté pendant 45 jours de Bunkeya à Likasi, à Panda, à Kambov, à Kakontwe, le retour à Luisha, jusqu'à Lubumbashi, Rwashi, Kipushi, et là il a été rappelé. Et quand il rentre en Belgique, il écrit sur la métallurgie du cuivre, il est proclamé savant, père de la métallurgie congolaise. Et Lupadila, vous le mettez où? C'est lui-même qui a inventé... Lupadila qui nous a amené la métallurgie du cuivre, qui nous a amené comment on reconnaît les minéraux de cuivre, comment on fait la fonderie, etc., etc. Donc vous voyez que nous, au Congo, nous avons maintenant une preuve. Nous avons une preuve que les autres sont venus, ils sont venus nous suivre ici parce qu'il y avait le cuivre. Et que Jules Chomé, contrairement à ce qu'on dit, j'ai dit ici avec force, et on peut le vérifier, Jules Chomé a fait le tour du Sud Katanga sur le Tipoy, marteau de géologue à la main et carnet à la main. On lui a montré des sites en site. Lui ne faisait que copier, etc. Il est devenu le père de la métallurgie. Alors que dans notre culture, les jours où vous aurez la chance de suivre les mangeurs de cuivre, il remercie le père Lupadila. Il remercie le père Lupadila. La question reste entière, M. Katch. Quand, vous l'avez dit, nous avons une preuve, on peut s'y accrocher, mais quand la science officielle ne vous dit pas la vérité, quand l'histoire écrite est une histoire d'usurpation, comment on éveille la conscience? Comment on arrive à se connecter à ce passé qui seul peut nous libérer de l'esclavage dans lequel nous sommes sur le plan mental? Non, mais une très bonne question. Une très bonne question. C'est-à-dire, comme vous le dites, le savoir ne suffit pas. Parce qu'entre-temps, M. Willy, quand vous remarquez, les autres, depuis le 5e siècle, ils nous ont matraqués. Ici au Congo, on a connu 3 génocides. C'est 1 million de nos compatriotes qui ont été déportés, qui ont été tués, jusque même sous nos yeux. Ils prennent, c'est-à-dire qu'ils se défendent. Pour vivre, l'Occident s'est dit, il faut maintenir le Congolais, l'Africain, dans la pauvreté. Ils ont fait ça sciemment. Maintenant, aujourd'hui, avec votre belle émission, rester à ne rien faire devient un crime. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous réveiller. Mais nous allons nous réveiller comment? Comment allons-nous nous réveiller? Parce que le Créateur lui-même nous a donné les armes pour nous réveiller. Et M. Katch, vous venez d'épuiser en partie un des cadeaux que vous avez dans votre... dans mon berceau. Berceau d'enfant. Oui. Alors moi, je voudrais qu'on parle du 3e cadeau. Parce que vous, et ce n'est plus un secret pour personne, vous partez de l'hypothèse, vérifiée d'ailleurs, aujourd'hui ce n'est plus une hypothèse, que pour briser le carcan d'une éducation ratée, pour briser les mensonges des livres d'histoire imposés, vous avez la vie par le théâtre. Vous estimez que
le théâtre peut briser ce carcan et ramener l'homme directement dans la réalité de son passé. Oui, effectivement, je parle de mon cas. Oui. Je suis né, comme je l'ai dit, j'aime le répéter, vous m'avez fait une grâce exceptionnelle de me recevoir à 8 jours. À 8 jours, je suis né le vendredi 18 août 1950. Et, comme vous l'avez dit, comme je vous l'ai dit, j'ai eu un cadeau du théâtre. Comment je l'ai su? Et vous, d'ailleurs, vous êtes parmi les rares personnes, quand sur Antenne A, je suis reçu grâce à vous par une demoiselle, je parle de mon maître Moukadi André. Il était entouré de ses petits-enfants, et tous ces petits-enfants, comme toujours, il a clamé. Les enfants lui ont dit, oh, est-ce que vous avez formé quelqu'un comme ça? Il dit, oui, je l'ai formé en 3e primaire. Montrez-moi Antenne A. On lui a montré Antenne A. Il est arrivé à Antenne A et il a vu M. Willy Kalengai, qui m'a téléphoné à Lubumbashi, que j'ai votre maître ici. C'est comme ça que je suis entré en contact avec lui. Donc, M. Moukadi André ne m'a pas choisi par hasard. Le deuxième cadeau dans mon berceau, ce sont les mathématiques que j'ai apprises sur les épaules de mes deux frères. Donc c'est ainsi, quand j'arrive en première année, le 3 septembre 1956, c'est un lundi, je suis en avance de plusieurs années sur les autres. Donc quand j'arrive en 3e, M. Moukadi remarque tout de suite que ce monsieur est en avance. C'est comme ça qu'il va me choisir pour faire le théâtre. Donc M. Moukadi me choisit pour faire le théâtre et je suis monté sur la scène le 4 juillet 1959, accompagné par M. Moukadi. Vous aimez, j'échange beaucoup avec vous, qu'il y a des personnes qu'il faut prendre par la main. Donc M. Moukadi m'a pris par la main. Quand on dit 3e primaire, le chœur commence à chanter, c'est toute la classe. Je revois comme si c'était hier. Et pourtant, il y a 64 ans, M. Willy. Il me prend par la main, il me dit, ne regarde pas les gens dans les yeux. Regarde au-dessus de votre tête. De toute façon, je suis là. Même si vous vous trompez, je vais faire un cri. Donc, je suis monté sur la scène de théâtre le 4 juillet 1959, il y a 64 ans, et j'y suis resté. Donc, je ne proviens d'aucune école de théâtre. Je n'ai pas de maître de théâtre. Alors, c'est comme ça que j'ai fait ce théâtre-là. Donc, pour vous, c'est la preuve que vous l'aviez amené. J'ai amené ce théâtre avec moi. Donc, pas question de dire qu'on forme un acteur, on forme un artiste, on devient un artiste. Un artiste est né avec son art. Donc, je suis né avec le théâtre. Alors, maintenant, je reste avec vous sur cet angle-là. Le théâtre comme moyen pour briser l'esclavage du passé et les mensonges. J'y arrive. Voilà. J'y arrive. Merci de me le rappeler. Donc, je suis né dans une cité minière, je le répète pour que ça entre. Et dans cette cité minière, donc, avant que je joue le théâtre le 4 juillet 1959, je n'ai pas joué le théâtre par hasard. C'est parce que la ville de Likasi est sortie championne du concours d'art dramatique de toute la province du Katanga en avril 1957. Comme le dit si bien Moussa Nguitemo, on ne va pas au théâtre comme on sera un moulin. On va au théâtre parce qu'on a été initié. Parce qu'on habite une cité où aller au théâtre est une habitude acquise de génération en génération. Donc en 1959, Likasi, 1957, sort championne du Katanga. Donc quand je commence à faire le théâtre est déjà vulgarisé. C'est une culture déjà. C'est déjà une culture. Maintenant, le théâtre que je trouve a quelle fonction? Le théâtre que je trouve est sponsorisé par l'Union minière de l'époque, qui se disent ceci. Nous devons organiser les loisirs sains. Le but des loisirs, c'est quoi? C'est reposer, retrouver les forces. Donc, on dit ici que, voilà, nous avons M. Kazadi, qui est notre chauffeur d'une benne qui coûte 500 000 $. Nous devons suivre M. Kazadi à la sortie de l'église, ou plutôt à la sortie de l'usine, jusqu'à demain matin à 6 h du matin. Donc nous devons assurer à M. Kazadi les loisirs sains. Il doit se reposer. Il doit se reposer, il doit refaire la force pour que demain... Il vienne conduire et ne pas mettre en danger un engin de 500 000 $. De 500 000 $. Très bien. Alors, c'est comme ça que quand moi je commence à faire le théâtre, je trouve que le théâtre est utilisé par la mine pour la productivité.
Donc quand je commence à faire le théâtre, puisque je vous ai dit que je suis venu avec le théâtre, j'ajoute aux deux fonctions reconnues par tout le monde du loisir sain, j'ajoute la défense de la personnalité. Et ça marchait. Qu'est-ce que j'ai fait? À la fin de la représentation théâtrale, vous l'avez vécu dans votre cité, permettez que je vous félicite. Je dis que c'est aujourd'hui, je suis béni. Donc, je retrouve M. Willy à 10 ans dans une cité. Quand je fais le théâtre, je passe la parole au public. Donc, c'était fait exprès. Et vous, en tant qu'enfant de 10 ans, permettez que je le rappelle, vous avez suivi religieusement parce que j'ai mis le moteur en marche. Je suis allé vite en besogne, je ne savais pas que je pouvais frapper un enfant de 10 ans. Et c'est fait exprès. C'est-à-dire que je passe la parole au public. Maintenant, nous parlons de quoi? Nous parlons de la réaction que ce public a tirée, des leçons que ce public a tirées de ce théâtre-là. Donc voilà les 3 points. Donc j'ai eu l'honneur, la grâce de créer la 3e fonction, c'est-à-dire travailler sur la personnalité. Alors maintenant, nous parlons de quel théâtre, monsieur Willy? Nous ne parlons pas de théâtre, je n'aime pas citer les gens, où on est en train de mettre le ventre, on met les fesses, on se maquille, on fait... Non, je ne parle pas de ce théâtre-là. Moi, je parle du théâtre, qui est l'art le plus éminent, l'art de la parole, l'art dramatique. C'est au théâtre et nulle part ailleurs où on trouve des mots puissants, artistiquement agencés, dont l'action sur l'esprit d'un être humain se poursuit au-delà de la représentation théâtrale. Le but de ce théâtre-là, Fontenelle l'a dit, est de rendre la vertu aimable aux hommes. Donc tout celui qui vient à ce théâtre-là, il en sort avec une phrase. Je vous donne un exemple. Lorsqu'on a affaire à un cochon, on n'appelle jamais un sanglier comme témoin. Parce que, même espèce. Monsieur Katch, vous êtes vraiment dans votre élément. Il est vrai que j'ai le travail facile de vous poser des questions. Vous répondez, mais vous m'avez cité. Et j'aimerais quand même ici confirmer aux téléspectateurs qu'effectivement, j'avais 9 ans, 10 ans à l'époque à Colosie, dans le site de Colosie, quand je suis allé au théâtre, comme c'était organisé. Et j'ai vu M. Katch ici, en train de se produire sur la scène. Il était habillé en blanc. Cette image m'est restée beaucoup d'années plus tard. C'est comme ça que plus de 30 ans après, je le reconnaîtrai et j'irai toujours vers lui pour lui rappeler cette image. J'ai donc été content et je crois que vous aussi, vous avez des expériences personnelles où le théâtre vous a ramené vers les sentiments nobles. Alors, nous continuons ce voyage. M. Katch, je vous informe que nous avons eu notre indépendance le 30 juin 1960. Vous avez déjà commencé le théâtre un tout petit peu. Mais pourquoi le 30 juin? Je me suis toujours posé la question, pourquoi le 30 juin? Pourquoi on a choisi le 30 juin? Pourquoi pas le 29, etc. et tout? La légende urbaine voudrait que ce soit l'anniversaire d'une des amies des pères des fondateurs. Mais je me suis dit que ce n'était pas vrai. Quand nous allons en profondeur, on se rend compte que ce n'est pas une date anodine. Le 30 juin 1956, c'était la première parution du manifeste de la conscience africaine. Vous voyez, donc nous ne vivons pas par hasard. Donc 1956, le 30 juin, quelques Congolais, parmi les plus éminents que vous connaissez, publient le manifeste de la conscience africaine, la conscience congolaise. Ils se disent, le temps est venu pour nous, en tant que peuple colonisé, de nous interroger sur notre statut et comment nous allons aller de l'avant. Parmi ces hommes, vous connaissez le cardinal Maloula, il y en a d'autres qui seront là. Et nous allons arriver effectivement en 59 avec Joseph Kasavubu qui deviendra notre premier président. Monsieur Katch, dans cette émission, je voudrais qu'on lui rende un hommage. Monsieur Joseph Kasavubu n'est pas très connu du grand public, mais il était parmi les gens qui ont fondé, en tout cas, les socles de notre propre conscience en tant que peuple libre. Monsieur Katch, le Joseph Kasavubu est décédé en 1969 et très peu de gens ont vu les hommages que la nation lui avait rendus. Je voudrais ici que nous puissions suivre quelques images de ce qui a été
les funérailles de Joseph Kasavubu. Et vous allez vous rendre compte que le Congo, notre pays, avait déjà maîtrisé le protocole, le cérémonial, la beauté, et nous ne sommes pas un peuple de barbares. Nous avions déjà, par nos pères fondateurs, une culture de l'ordre. Vous allez voir dans ces images d'un ancien président qui venait de décéder, comment la nation lui a rendu hommage. Et ça, c'est un acquis que nous n'avons pas le droit de perdre. Ce qui est acquis est à nous. Ne le perdons pas parce que nous sommes ignorants, parce que nous n'avons pas la mémoire. Ici, nous lui rendons un hommage en vous montrant ces images. Suivons. Voilà, d'heureuse mémoire, Joseph Kasavubu, notre premier président. Vous vous rendez bien compte qu'il y a des choses que nous faisions déjà ici. Nous savions nous aligner, nous avons nous mettre debout quand les cortèges funéraires passaient. Nous savions respecter les morts. Nous savions rendre la beauté au départ définitif de la terre à ceux que nous avions aimés. Nous avons respecté nos autorités. Nous n'avons donc pas le droit de perdre tout cela. Et la vie, comme je suis avec un dramaturge, la vie est un théâtre dans laquelle vie, nous devons tous jouer notre partition, la jouer belle et laisser de bonnes traces. Monsieur Katch, avez-vous déjà écrit sur Kasavubu? Non, mais merci beaucoup. Je suis très touché. Oui. Je vais vous raconter une anecdote. Oui. Je suis dans une mine. Première mission, on m'envoie à Bukavu avec 5 000 $. Je reviens avec 2 000 $. Je vois mon directeur. Il dit, mais pourquoi? J'ai dit, non, je suis disciple de Kasavubu. Vous ne connaissez pas Kasavubu. Je suis disciple de Kasavubu. J'ai remis 2 000 $. Ça fait un boucan terrible. Je dis, vous ne connaissez pas notre premier président. Il remettait l'argent. Alors, j'interpelle les autres qui nous gouvernent. Pourquoi vous ne faites pas ça? Parce que moi, je l'ai fait dans une mine internationale et je me suis fait respecter. D'autant plus que quelques jours après, c'est le PDG qui m'envoie à une mission impossible. Je reviens encore avec 1 500 $.
Il dit, oh monsieur, soyons sérieux. J'ai dit non, j'ai gagné ici, j'ai gagné là. Disciple de Kasavubu, j'ai remis l'argent. Parce que Kasavubu, ce n'était pas n'importe qui. Il remettait l'argent. Il remettait l'argent Ouais, dans les frais d'émission. Il savait distinguer les affaires de l'État et les affaires Faire personnelles. privé, ouais. Dans un contexte aujourd'hui où la famille s'est installée dans l'État, où les hommes politiques ne savent pas faire la distinction entre les affaires publiques et les affaires de l'État, notre pays a perdu un peu ses repères. Monsieur Kach, comment nous faisons pour restituer tout cela? L'émission d'aujourd'hui, c'est la conscience. Oui, il est, grâce au Créateur, il nous a donné la possibilité d'utiliser l'art. Je vais vous citer, je ne sais pas si vous avez lu, je sais que vous lisez beaucoup, un certain Alexandre Solzhenitsyn. Il est le russe. Il est prix Nobel de littérature de 1970. Je disais l'autre jour sur le plateau spécial sur la femme, je disais aux dames que moi et Poutine, nous lisons le même maître. Nous lisons le même maître. Alors, Alexandre Solzhenitsyn dit ceci. Là où il y a la violence, c'est parce qu'on a utilisé le mensonge. Dans le monde entier, rien ne peut combattre le mensonge. Vous pouvez combattre la violence, vous ne saurez pas. Il faut d'abord combattre le mensonge. Il ajoute tout de suite que seul l'art combat le mensonge. Quand il combat le mensonge est à nu, la violence tombe. Mais de quel art nous parlons? Je vous ai dit que nous ne parlons pas du théâtre de maquillage. Nous parlons du théâtre du texte. Le texte d'abord. Alors, l'art, quel est l'art? L'art est le chemin par lequel passe la beauté céleste. L'art n'est pas une activité des hommes. C'est ainsi que moi, je n'ai pas fait d'études d'art. Je n'ai pas de maître. Je n'ai pas étudié le théâtre. Je n'ai pas étudié l'art. Cela doit être dit. Alors, l'art est un don de Dieu. Pour faire quoi? Pour permettre à l'esprit humain de s'éveiller. C'est ainsi que quand vous venez d'assister à une pièce de théâtre, quand vous lisez un livre extraordinaire, vous vous sentez un autre homme. C'est parce que vous avez été transporté de là où vous étiez jusqu'au sommet lumineux où vous avez goûté au véritable bonheur. Donc, cet art-là est donné par le Créateur à tout esprit d'un être humain. Donc, tel que nous sommes là, quand vous allez à Tervuren, en Belgique, vous verrez des milliers d'objets d'art. Vous vous dites, au 15e siècle, le Congolais n'avait pas connu des lasers. Mais cette masque et ce masque ici, cette statuette, ils ont obtenu la forme comment? C'est parce que c'est l'esprit qui touche. En tant que dramaturge, qui ne vient d'aucune école, quand j'écris en 1989-87 une pièce sur le sida, mais comment je suis parvenu à écrire? C'est parce que je suis entré dans l'inspiration. Quand vous entrez dans l'inspiration, vous recevez. Donc, pour revenir à vous, j'ai dit ici avec force que le théâtre que nous allons utiliser va être accompagné de l'éducation artistique. Quand on accompagne l'éducation artistique, nous aurons nos propres armes et les gens vont se réveiller. Je vous ai dit tout à l'heure, M. Willy, que Fontenelle le dit avec raison, que le but du théâtre est de rendre la vertu aimable aux hommes. Donc quand vous venez au théâtre, vous allez tout de suite aimer. Qu'est-ce qui se passe? Permettez que je vous le dise. Qu'est-ce qui se passe au théâtre? Il se passe des actions extraordinaires. Vous avez sur la scène 2 personnes ou 3 qui interagissent, qui jouent. Mais ils jouent devant qui? Ils jouent devant un public. Donc, non seulement vous suivez ce que A dit à B, et ce que B dit à A, mais puisque vous êtes aussi un esprit humain, vous allez entrer dans A, vous allez entrer dans B pour les influencer et ressentir, et ils vont vous influencer. Donc, c'est une pompe extraordinaire, qui pompe, qui distribue, qui rééquilibre. Voilà. M. Kach, je reste avec vous sur cette question. Au théâtre, on utilise la parole. La parole, c'est le verbe, en réalité. Alors, pourquoi est-ce que le théâtre est si puissant? Plus puissant que les films, plus puissant que la littérature. Pourquoi est-ce que le verbe au théâtre est plus puissant
que le verbe et que nous pouvons lire dans un livre? Ah, mais c'est une très bonne question qui a la réponse. Nous avons dit ici que nous faisons le théâtre du texte. Nous avons dit que le théâtre est l'art le plus éminent, l'art de la parole. Nous savons tous que au commencement était la parole. Donc, nous avons, en tant qu'être humain, nous avons eu une grâce extraordinaire, plus que tous les autres êtres sur Terre, d'avoir une partie infinitésimale de la parole. Alors, quand vous utilisez cette parole d'une façon artistique, tout en sachant très bien que vous l'avez équilibrée, eh bien, cette façon artistique, équilibrée, va produire des images. Ce sont ces images-là qui ne sont produites nulle part ailleurs. Je donne un exemple. Nous avons tous suivi au stade nos chanteurs, etc. Mais tout le monde a remarqué que quand les instruments s'arrêtent, quand les chanteurs s'arrêtent à chanter, l'effet s'arrête. Tandis qu'au théâtre, vous allez rentrer à la maison avec ces mots-là. Ce n'est pas l'épine qui vous blesse, c'est vous qui vous blessez à l'épine. Ah oui. Alors ça reste. C'est ainsi que je vous apprends par exemple que dans ceux qui ont joué ma pièce intitulée L'arbre tombe, je connais 3 ou 4 couples. Ils se sont mariés. C'est-à-dire que ça a commencé sur la scène. Clic. Par l'échange de paroles, l'amour est né dans un clic. Et ils ont entretenu ça. C'est-à-dire que ce sont des moments très forts. Alors ça demande l'investissement de l'État, ça demande que tout le monde se réveille pour que nous puissions enfin avoir la possibilité d'aller à la conscience africaine. Cette conscience africaine qui est basée sur l'oralité, d'ailleurs, l'on dit souvent, quand on veut respecter un homme, on dit que c'est un homme de parole. Qu'est-ce que ça veut dire, M. Kadji? Oui, mais c'est-à-dire que la parole, c'est la parole. La parole a une puissance extraordinaire. C'est lui qui... Si vous remarquez que la parole a une puissance extraordinaire, désormais, vous n'allez plus utiliser n'importe quelle parole. Parce que ça vous lie à vie. Ça vous lie à vie. Donc un homme de parole, c'est celui qui, il dit qu'il vient demain à 7h, il est là à 7h. Même s'il pleut, il a quitté chez lui à 5h du matin. Il ne va pas venir dire que embouteillage. Non. Comme aujourd'hui. C'est une même excuse officielle. Non, c'est parce qu'on ne comprend pas. Les Fombola, ils disent, voilà, chef, embouteillage. Non, quand on comprend. D'ailleurs, j'ai dit à Kazadi ceci, ce n'est pas pour me mettre en vedette, mais c'est pour réveiller les jeunes. Il m'a dit, demain, les déjà besoin de vous, il y a une émission. Eh bien, je règle ma montre, je me réveille à 5h du matin, malgré mon âge. Je suis à l'arrêt de bus à 6h. Vous voyez, pour qu'on ne me dise pas que embouteillage. Donc je suis en ville ici, à 7h mon égard. Donc voilà un homme de parole, c'est-à-dire que vous dites que, puisque j'ai promis, je vais réaliser. Et voilà. Cette force de la réalisation ne peut se faire que là où les êtres sont éveillés. Sans conscience, sans éveil intérieur, il n'est plus possible d'avoir la force de réaliser ce que l'on promet. La parole devient le prétexte pour cacher votre propre pensée. Parce que nous parlons de réveil, nous allons suivre un dernier petit film de 2 minutes à peu près, qui va peut-être nous réveiller notre conscience africaine. Suivons. Toutes ces belles villes que vous voyez ont été construites avec le sang des Africains. Toutes ces lumières que vous voyez fonctionnent grâce aux pleurs et aux souffrances infligées à nos ancêtres. Tous ces trains qui roulent fonctionnent grâce à l'uranium extrait en Afrique. Paris, Rome, Washington, New York sont des villes érigées sur le mépris, le travail forcé et l'exploitation de l'Afrique. Ils nous traitent comme des moins que rien, nous qualifient de voleurs et nous accusent d'avoir le sang chaud. Ils nous discriminent tout en continuant à nous exploiter. Chers frères africains, cela doit cesser. Ce combat ne concerne pas seulement le Niger, le Burkina Faso ou le Mali. Nous sommes tous concernés. Nous sommes aux premières heures de la révolution et de la destruction du néocolonialisme. Nous avons donc besoin de tous les Africains, qu'ils soient proches ou éloignés, pour contribuer. Fils et filles dignes du continent, hommes et femmes vaillants du berceau de l'humanité, il est temps de ne plus céder aux intimidations occidentales. Nous devons lutter pour libérer et assurer l'avenir de nos enfants, même si cela signifie perdre nos vies.
Les générations futures pourront être fières de leurs ancêtres. Nos jeunes générations ne risqueront plus leur vie dans l'océan Atlantique pour chercher une meilleure vie en Europe. Si nous réussissons cette lutte, si nous parvenons à nous affranchir de la domination occidentale, l'immigration se fera alors dans le sens inverse. Ce seront eux qui voudront venir chez nous pour chercher le bonheur. Nos enfants auront accès à une bonne nourriture, à l'eau potable et à une bonne éducation. Chers frères africains, ne pense pas seulement à toi-même et ne te limite pas à aujourd'hui. Imagine la joie de nos peuples lorsque tout rentrera dans l'ordre. Prépare-toi donc pour la lutte. Le sous-sol africain regorge des matières premières les plus recherchées au monde. Si nous parvenons à transformer ces matières premières et à les vendre nous-mêmes à nos partenaires de choix, nous pourrons dire adieu aux conditions de vie misérables. M. Katch, ma dernière question, je vous la pose en trois dimensions. Vous avez eu comme cadeau les mines. Oui. On parle des sous-sols là-bas. Vous avez comme cadeau le théâtre, on parle de la personnalité. Vous avez donc comme cadeau les mathématiques, parce que vous savez calculer, et les explosifs. C'est donc une réponse un peu résumée de la problématique africaine. C'est vrai, ce texte peut être excessif par ailleurs, mais il ne reste pas moins que c'est un texte d'appel à la conscience. Comment l'Africain peut conjurer le sort pour pouvoir être finalement à la hauteur de sa propre destinée? La dernière question que je vous pose. Non, mais c'est une très bonne question. Permettez que je dise en un mot. Oui. Chaque fois que je vois l'électricité dans une ville, je me dis, est-ce que mes amis ici, ils savent que l'inventeur, l'un des inventeurs du courant est africain? Quand vous montez dans les trains, est-ce que vous savez que l'un des inventeurs est africain? On ne le sait pas. Même dans l'ascenseur. Même dans l'ascenseur. C'est-à-dire que nous avons été dans une paresse. On a profité de notre paresse. Ils ont mis les mécanismes de domination. Je ne suis pas tellement d'accord de prendre les armes. Parce que nous avons la culture, nous avons le théâtre comme arme. Je suis en train de vouloir, par votre émission, interpeller les autorités congolaises. Imaginez-vous, M. Willy, que depuis 1960, nous n'avons pas construit des salles de théâtre. Alors comment voulez-vous que nous puissions fonctionner avec un outil, l'un des rares outils à notre disposition, qui est le théâtre, qui à moins de frais, va faire revenir, va faire aimer la vertu à tous les hommes. Donc, vous voyez, nous avons un problème de nous réveiller. Et nous ne pouvons être réveillés que par l'art. Et cet art théâtral, permettez que je vous le dise, moi je le vois en grand. C'est-à-dire, je le remets à l'école maternelle. Au lieu que les enfants passent leur temps à parler uniquement le français. Mais on remet le théâtre à l'école maternelle. Le théâtre à l'école primaire comme je l'ai fait. Le théâtre dans les paroisses. Etc. On ne va pas faire 2 ans. C'est-à-dire, la vertu va rentrer. La culture va rentrer. Parce que qu'est-ce que nous avons? Nous avons la plupart de nos télévisions, la plupart des films, c'est quoi? Nous voyons encore que le plus beau, c'est l'homme blanc. Le plus intelligent, c'est l'homme blanc. Etc. Donc tout ça nous fait que nous perdre. Mais une fois que nous prenons l'engagement, c'est pourquoi on dit la volonté politique. Une fois qu'on prend l'engagement, comme on a pris l'engagement dernièrement, la gratuité de l'enseignement. Alors, profitons de cette gratuité pour remettre le théâtre congolais à l'école. Qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer que maintenant les enfants vont savoir qu'il y a un Katende Kachimpika. Vous voyez, il y a Moussangi Temo, il y a Mikanza, il y a Mbouabou Kayembe, il y a Cheikh Fita. Et ils vont commencer à citer, comme Cheikh Fita l'a dit. Vous voyez, donc chaque fois qu'on me parle d'un écrivain étranger, j'ai mal à la tête. Donc, parce qu'il y en a aussi. Parce qu'il y a des acteurs. Alors, il faudrait qu'on prenne la décision. On prend la décision, c'est un seul jour, que le théâtre va rentrer à l'école, toute la culture congolaise va rentrer à l'école. Les mots que l'on va utiliser dans le théâtre, ça serait des mots déjà bien pesés. Bien pesés des Congolais. Des Congolais, qui vont véhiculer les valeurs dont on veut qu'on puisse avoir. Voilà. En tout cas, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Monsieur Katende Katch, c'est
toujours un plaisir pour moi de vous accueillir sur ce plateau. On n'en finira jamais avec Partagé. Le vécu, le plaisir est partagé Voilà. aujourd'hui, à 8 jours de votre anniversaire. de mon anniversaire qui tombe un vendredi. Oh, Voilà. monsieur Willy, c'est terrible. Je voudrais donc, à une semaine de la naissance, son 13e anniversaire, M. Katch, que nous puissions tous développer une pensée pieuse pour lui. Vous savez, un écrivain de sa trempe qui se bat au quotidien, chaque jour, pour réunir les moyens de rester conscient pour écrire, devrait avoir l'appui de l'État. Pas seulement lui, mais tous ceux qui sont comme lui, mais lui, nous l'avons. Vous savez, la France, pour pouvoir installer la République dans la tête des Français, à l'époque de la Révolution française, une des premières choses qui a été faite, c'était le théâtre de Paris. Et en France, on a donc commencé à aller au théâtre chaque vendredi. Et tous les grands allaient au théâtre pour apprendre à connaître la République, qui était une invention nouvelle dans les institutions françaises. C'est donc comme ça que les Français sont devenus des républicains, parce que au théâtre, il y en avait qui précédaient par des gestes, par des mots, les valeurs républicaines. Nous sommes donc nous aussi capables de réinventer notre passé. Si moi je vais au théâtre, qu'on me parle de mes ancêtres, je serais content de les voir jouer devant moi sur une pièce, mais je pourrais prendre aussi la force qu'ils ont eue à l'époque de leur propre vie. Le théâtre est donc une résurrection momentanée des valeurs du passé, mais en même temps une ouverture sur le présent et sur l'avenir. Monsieur Katch, merci donc anticipativement, très très joyeux anniversaire. Merci. Nous espérons que nous pourrons avoir le temps de lire, de faire lire tous vos ouvrages, mais aussi surtout d'aller au théâtre. Et nous allons, le jour où il y aura une première présentation du théâtre, parce qu'on en parle. Oui, bientôt. Et les gens ont l'impression que nous sommes en train de dire des choses qui n'existaient pas. Non, bientôt. Et ici, à Géopolis, j'ai demandé un peu à mes collaborateurs combien ont déjà été dans une salle de théâtre. Je ne vous donne pas les chiffres, mais c'est regrettable. Très peu sont déjà allés devant une scène de théâtre. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec nous sur cette émission Chemin Critique. Nous avons abouti à une seule et unique conclusion. Seul l'art peut nous sauver de la folie collective, parce que l'art, c'est le lien qui nous attache au divin. Au revoir et à la prochaine.